Ben, voilà. Tout a commencé quand Glinglin a raconté devant la vingtaine d'employés qui prend place autour de la grande table de la rédaction du Figmag pour la conférence hebdomadaire, comme quoi sa voisine souffrait du petit mal et qu'elle décelait les murs de sa chambre, elle les entendait crisser comme si quelqu'un les grattait avec ses ongles et qu'il en sortait des longues traînées de sang noir, ce qui faisait hurler mais, sa petite, et accourir ses parents au milieu de la nuit pour la calmer. Qu'après ces crises, l'enfant proférait des paroles insensées, sur l'air de « fais dodo, colla mon petit frère », maman se défonce, papa suce des bites, et mais coince la bulle, le cul sur sa chatte. Que sa famille avait consulté les médecins, lesquels n'avaient rien remarqué d'anormal dans le cerveau de la fillette. Enfin, des scènes dignes du plus sombre Moyen-Âge, dans ces immeubles modernes, construits dans les années 80, derrière la gare Montparnasse, sur l'emplacement de ce qui fut jadis un quartier très mal famé. Surtout après que la ville de Paris avait décidé de l'assainir en rasant toutes ces vieilles masures entrelardées de ruelles tortueuses, mal éclairées, devenues des repères de délinquants, de trafiquants de drogue, des refuges de squatters, en dépit des descentes de police et des grignotages des bulldozers qui procédaient presque maison après maison. Car il se rencontre partout des opposants au progrès, tant du côté des défenseurs du vieux Paris que des habitants du quartier, lesquels n'entendaient pas se laisser dépouiller comme ça de ce qui faisait leur quotidien. Voisinage douteux, rats, cafards, puces, insalubrité de vie, même si on la leur promettait meilleure dans des appartements dotés de tout le confort moderne, où, pour certains, il était question de les reloger. Je dois dire que le contraste entre ces volumes de béton, tous pareils, et qui n'ont pas réussi d'ailleurs à rendre ce quartier moins sinistre, au contraire, et ces scories d'obscurantisme attardé m'avait alors fortement impressionné. Comme s'il y avait là quelque chose qui se révoltait dans l'ordre naturel, et que ce sang noir qui suintait des murs d'une chambre de fillette, à l'orée du XXIe siècle, était celui des pauvres gens qui s'étaient esquintés à des vies de misère dans ce quartier. Je vous surprends ici à penser que j'aurais peut-être dû, moi aussi, consulter un médecin. D'autant qu'au sujet de l'hémoglobine, tout le monde semblait d'accord pour dire que c'était de la peinture. Et pour la victime, elle était une enfant turbulente, bien connue dans le quartier pour jeter sur les passants, depuis sa fenêtre, les préservatifs de son père remplis d'eau. Comment voulez-vous avoir une politique nataliste sérieuse après ça? Enfin, de fil en aiguille, autour de cette table de rédaction, on en était venu à parler des phénomènes paranormaux. Non point comme il pourrait se faire entre copains, au moment où la fumée du tabac divague au-dessus des chopes de bière vides, mais disais-je, le plus sérieusement du monde, ce qui ne laisse pas d'être surprenant pour une réunion de journalistes. Chacun y allait de son histoire, lorsque Glinglin avait prononcé le mot « grand exorciste de Paris ». « C'est qui ça? C'est quoi ça? Ça existe ça? Où? Quand? Comment ?» Ce fut à l'instant un déluge de questions. « Bien sûr que ça existe », avait répondu posément l'intéressé. « Son office est à 500 mètres des tours de Notre-Dame. Enfin, celle d'alors. Rue Gilles-Coeur.
une rue tranquille dans le quartier latin, un porche discret, une plaque de cuivre sur une grosse porte close avec un numéro de téléphone. On ne reçoit que sur rendez-vous. C'est ainsi que nous avions appris qu'en appelant le numéro en question, on tombait sur le standard du diocèse de Paris. Et pour cause. L'exorcisme fait partie des missions du prêtre au même titre que le baptême, la confession ou l'extrême onction. Ce qui est tout à fait logique. Quand on croit au bien, il faut bien croire au mal. Là où il y a des anges, il va de soi qu'il y a aussi des démons. Et que leur maître à tous se démène comme un damné, c'est le cas de le dire, pour perdre les hommes. Comme l'autre, le bon Dieu, son ennemi juré pour les gagner. Tout est politique finalement, quoi. Mais refermons discrètement la lucarne que nous avons entr'ouverte sur des questions qui nous dépassent. Des esprits forts pourraient nous entendre, et dans leur exploration des espaces infinis, qui effraient tant Pascal, la cohorte caissière de la boucherie Bajon, les astrophysiciens n'ont pas encore rencontré un vieillard à barbe blanche qui leur demande « Hé, où ils vont comme ça ?» Ce qui ne veut pas dire que nous soyons seuls. Mais ça, c'est une autre paire de manches. Revenons, rue Montmartre, aux assises hebdomadaires du Figaro Magazine, si vous le voulez bien. Pauwels nous avait écoutés en silence, en tirant sur sa bouffarde, les yeux à demi clos. Ce n'est pas qu'il crut à ces histoires, lui, un fils d'instituteur, élevé dans la pensée positive et rationnelle de Jules Ferry, mais il sentait là quelque chose de titillant pour ses méninges. Et lorsqu'il éprouvait cette sensation à cet endroit, c'était en général un bon signe pour les lecteurs. Signe d'un bon sujet pour son journal. Pas l'histoire de la nymphette de la rue de l'Ouest, au système pileux précoce et très développé, trop réaliste, trop de gauche, sentant trop la cuvette mal entretenue. Non, quelque chose de plus bucolique, de plus traditionnel, de plus vert. Avec le Figaro Magazine, Louis Pauwels voulait montrer aux gens des choses qui les fassent rêver. Avec Arte, la social-démocratie européenne leur raconte la saga de la chaise de cantine empilable ou les diverses formes de la boîte de conserve. Après ça, étonnez-vous que nos enfants se droguent. Fermons la parenthèse. Il était alors en train de glisser de sa période païenne, où il pensait que le salut de l'homme blond passait par le combat contre ce qu'il appelait la culture judéo-chrétienne, pour un entre-deux indéfinissable dont personne ne pouvait se douter encore qu'il annonçait sa conversion prochaine au catholicisme. En attendant, l'instinct et la nature prenaient doucement le dessus chez lui sur les druides, les vikings, les solstices, les légendes nordiques. Déjà, on l'écoutait évoquer les traditions de nos villages, les vieux métiers oubliés, les vieilles pierres, les lavoirs, les vieux moulins à aube, bientôt les vieilles églises. Sa chute, au sortir de sa baignoire, aux dernières nouvelles, en provoquant la rupture du col du fémur, avait sonné l'heure de son chemin de Damas. Il faut dire que l'époque y était propice. On commençait un peu partout en Europe à se regrouper en associations, l'exemple venant, comme toujours, de l'autre côté du Rhin, pour sauver les arbres, les forêts, les papillons, les grenouilles, tout ce qui menaçait de disparaître devant la civilisation moderne. On ne songeait pas encore à l'homme, faute d'argent et surtout d'intérêt pour la cause. Les mots patrimoine ou biologique n'avaient pas encore la portée qu'ils ont acquis depuis,
Tout cela était encore, à ce temps-là, affaire d'initiés. Il ne restait qu'à déterminer si cette poussée d'irrationnel dans le paysage médiatique ferait l'objet d'un gros article, d'un dossier, serait le sujet de son éditorial de la semaine, la une d'un prochain numéro avec collage d'affichettes et flash publicitaires sur les radios. Décision délicate et susceptible d'évolution en fonction de ce que ces journalistes allaient ramener de leurs enquêtes. En attendant, il avait trouvé le titre, et il n'en était pas peu fier. Le diable dans nos campagnes. Cela faisait France profonde, avec un petit côté sous-préfet au champ, qui n'était pas pour déplaire à notre lectorat du week-end. On imaginait Lucifer, aux pieds fendus, couché au milieu des foins, souriant au ciel d'août, tout en mordillant une brindille, sous l'œil inquiet d'une poignée de vaches, occupée à ruminer à l'ombre d'un chêne, à distance néanmoins respectueuse du malin. Tout se tait, tout s'abîme, dans le silence écrasé de ces heures, les plus chaudes de l'année, hormis les grosses mouches bleues, qu'elles chassent distraitement d'un coup de queue de leur cul crépi de bouse, les bienheureuses. C'est là le talent, et non des moindres, d'un directeur de journal, de faire naître au seul énoncé d'un titre une foule d'images dans le cerveau de ses rédacteurs. Et ce, même après qu'il fût mort et qu'un demi-siècle ou presque soit passé. Pour les photographes, c'est plus compliqué, car il y a le réel. Mais on est de plus en plus en voie de s'en passer. Je ne dis pas cela pour les photographes, ils ont mon plus grand respect, mais pour le réel, depuis le temps qu'ils nous emmerdent. Bref, on avait aussitôt lancé l'enquête, et on s'était partagé l'hexagone suivant les thèmes et les affinités. Pour moi, j'avais reçu le sud-ouest pour terrain de mes investigations, et j'avais pris dès le lendemain le TGV pour Carcassonne, muni d'un contrat de location pour une voiture et d'une recommandation pour le directeur du principal quotidien de la région, lequel, échange de bons procédés, entre confrères faisant partie du même groupe de presse R100, de me faciliter l'accès de ces archives et me fournir quelques contacts avec les correspondants locaux, les PCE, comme on les appelait entre nous, c'est-à-dire les préposés aux chiens écrasés. Le diable, si je ne trouvais avec tout cela des cas croustillants d'exorcisme à me mettre sous la dent. Depuis 3 jours, je sillonne les routes du département de l'Aude en quête d'un sujet intéressant. J'ai bien rencontré un patron d'auberge, régulièrement tiré du sommeil par le vacarme des plateaux qui chutent avec leur cargaison d'assiettes et de verres dans la salle du restaurant en bas. Et puis tout est calme quand on descend. J'ai vu aussi un couple de retraités qui ratissaient tous les soirs le gravier de l'allée de leur pavillon avant de s'enfermer à double tour. Vous savez, m'avait dit l'homme, ce que c'est d'être réveillé en plein milieu de la nuit par une équipe de rugby qui piétine votre allée comme une harde de sangliers. Le lendemain, aucune trace, sinon le gravier défait. Qu'est-ce qui les faisait penser à des rugbymen ? Dans le chahut, ils avaient cru entendre le mot troisième mi-temps. Un pompier de Quillan qui m'avait raconté que sa brigade avait eu maille à partir avec un fou que le démon poussait, m'affirmait-il, à vouloir s'immoler par le feu tous les 14 juillet. Enfin, j'avais surtout rencontré des jeunes prêtres dans une abbaye bénédictine perdue au milieu des vignes, qui m'avaient parlé avec scepticisme de toutes ces diableries.
Ils se targuaient d'avoir mis en place, dans leur communauté, l'une des antennes consacrées à la détresse humaine les plus performantes de France, avec cabine d'écoute, liaison Internet avec les archives des enfers vaticanes, banque de données traitées par le réseau informatique, concours de médecins généralistes, psychothérapeutes, assistantes sociales, psychiatres, psychologues et éducateurs, avec des studios d'accueil pour des sortes de retraites qui pouvaient durer plusieurs semaines, le temps de se refaire une santé mentale. Le nec plus ultra en matière d'étude des phénomènes parallèles. Si l'on accepte l'université de Toulouse, laquelle possédait, m'avait-il dit, et j'ai pu m'en assurer depuis, une section de recherche parapsychologique avec cours et travaux pratiques en laboratoire, unités de valeur, examens et diplômes. On peut sortir docteur S. Diable de l'université de Toulouse. Leur directeur, le jeune père Triboulet, m'avait confié, sur les 1200 personnes que j'ai rencontrées depuis le début de mon activité au monastère, je n'ai pas encore constaté un seul cas de possession véritable. D'ailleurs, le père Tronquédec, le grand spécialiste de l'exorcisme entre les deux guerres, disait avoir croisé 2 possédés dans toute sa carrière, 2 femmes. À l'en croire, la plupart des cas concernent des gens souffrant de mal de vivre et qui cherchent des solutions ésotériques à leurs problèmes quotidiens. Conflits conjugaux, harcèlement sur les lieux de travail, enfants difficiles ne se laissant pas élever, mal-être psychologique, etc. Tout cela, m'affirmait-il, fait une accumulation de souffrances qui finit par devenir insupportable. Et il me citait à l'appui des chiffres éloquents. Une moyenne annuelle de 30 000 personnes ferait appel à un exorciste dans notre pays. Pour 9% des ouvriers, en grande majorité du secteur agricole. 16,2%, je répète, 16,2% des chefs d'entreprise, là encore agricoles et exclusivement des PME, qui, fragilisés psychologiquement par les difficultés qu'ils rencontrent, sont persuadés être victimes d'un envoûtement ou d'un mauvais sort. Vous imaginez les chiffres aujourd'hui qu'on est vraiment dans la merde en France. 12,5% des cadres moyens, surtout dans le secteur bancaire, confrontés à des conflits familiaux aggravés par le stress professionnel. Enfin, 8% des fonctionnaires, presque exclusivement du secteur enseignant, et aussi dans la police. Mais nous avons aussi des intellectuels et même des professeurs de philosophie. Plus on est dans les sphères hautes de l'esprit, et plus on est tenté de croire à l'irrationnel et à la magie, alors qu'on pourrait penser que c'est le contraire. Le père Triboulet est psychologue de formation. Ah, mais il y avait aussi Larseneur. J'ai rencontré aussi son antithèse, le père Larseneur, un vieil exorciste qui travaillait encore comme avant Vatican II, avec exhortation à Satan de quitter le corps de la victime, prière de délivrance et acte de foi, aspersion d'eau bénite et bénédiction rituelle des murs, jeter au feu des objets du patient, images, lettres, livres, ce qui est rarissime pour les livres, contaminés par le démon. Qu'avait-il pu me dire, le père Larseneur ? Rien que de très général. Qu'on remplaçait le corbeau ou le chat cloué au-dessus de la porte par une branche de buis bénie ou un rameau d'olivier. Qu'on enlevait la peau de hérisson desséchée dans la meule de foin qu'on s'apprêtait à rentrer à l'étable. Qu'on glissait quelques images saintes entre les piles de draps, dans les armoires,
ou qu'on jetait une poignée de sel, de gros sel, devant le perron de la maison. La routine du métier, quoi. Caché par la pénombre qui régnait alors dans son bureau, les persiennes closes sur la lumière implacable qui accompagne souvent les premières chaleurs dans le midi, le père parlait d'une voix douce, presque caressante. Je ne voyais que ses longues mains blanches qui allaient et venaient de son visage invisible à sa table, encombrée de livres et de papiers. Toutes les lettres envoyées par la détresse. Elle trahissait davantage ses mains, une effervescence qui ne se laissait pas déceler en sa voix lente, presque empâtée, tout en gentillesse, mais aussi en colère étouffée. Il me parla de la dureté de sa tâche, de son poids écrasant, qu'il n'avait pas assez de santé pour en prolonger indéfiniment la charge. Les deux prêtres qui l'avaient précédé ici n'avaient pas tenu le coup. L'un avait succombé à la tentation du transgenre, l'autre, devenu anachorète, sous le générateur électrique de la porte de Gentilly. J'avais l'impression d'un homme au bout du rouleau, épuisé dans sa lutte contre les forces sans cesse renouvelées, toujours aux aguets des moindres indices du mal, de la moindre faille pour se glisser dans l'homme. Le père Larseneur n'avait pas d'âge, ou plutôt n'avait plus d'âge. On aurait dit à le voir que cela faisait des siècles qu'il combattait le mal. Il ne me cita personne, aucun exemple concret, aucune histoire croustillante que j'aurais pu rapporter dans un article de mon journal. Il prononça pourtant une phrase qui allait me mettre sur la piste de l'incroyable, mais vraie, aventure que je vous raconterai la prochaine fois. Lorsqu'il me dit, en hochant la tête, au moment de nous quitter, « L'amour du prochain, mon fils, tout le mal vient de là. Si les hommes s'aimaient un peu plus. Et la prière, mon fils. Je prie tous les soirs pour la petite commune de Sarraza, qui n'a plus de curé depuis cette terrible affaire. » Le soir même, je téléphonais au correspondant régional qui couvrait la localité en question pour savoir ce qui était arrivé à Sarraza. Rendez-vous le mois prochain sur la chaîne pour savoir pourquoi le diable s'était arrêté à Sarraza, une affaire qui a donné lieu à un article dans le Figaro Magazine. Diaboliquement, au revoir.